Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de développement de votre activité. Il y a des moments où vous avez tous les atouts pour réussir, pour développer votre activité. Vous avez les réseaux parents, vous avez des connaissances, vous avez des connaissances aussi de réseau dans les associations de parents d'élèves. Et pourtant, votre activité ne décolle pas, il vous manque des clients et ça savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette situation et quelles sont les solutions pour y remédier? Êtes-vous atteint d'un sort vaudou, un sort négatif que vous avez été envoyé? Alors je vous rassure, bonne nouvelle, pas du tout. Mais simplement il y a des petites choses à connaître. Et aujourd'hui on va prendre des exemples de ce que je peux voir dans les entretiens individuels stratégiques que je fais, ainsi que des cas pratiques du collectif de la team. Voilà, je n'en dis pas plus, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous avez des blocages qui vous empêchent de passer à l'action et qui, au final, vous plongent dans une certaine inefficience, donc même par moment, dans de la procrastination. Et donc, on va étudier tout ça, savoir qu'est-ce que sont ces blocages et comment ça agit concrètement. Alors déjà, il faut savoir que quand on parle de blocage, ça veut dire tout et n'importe quoi, mais ici il s'agit principalement de croyances limitantes. Alors évidemment, c'est bien d'avoir des croyances, d'accord? Sauf que le problème, c'est de savoir si vos croyances vous aident ou vous limitent. Et aujourd'hui, on va parler donc de blocage, à savoir ce sont des croyances limitantes. Alors, nos blocages, pour la plupart du temps, sont complètement inconscients et c'est relativement difficile par moment de se rendre compte. D'où cette sensation que finalement les dieux sont contre vous, n'est-ce pas? Il y a tout qui vous bloque, il y a tout qui bloque et vous ne comprenez pas. Eh bien, dans ces cas-là, sachez que ce sont des blocages qui se manifestent, mais simplement vous n'en avez pas conscience. Et donc, de ce fait, les blocages, s'ils sont inconscients, évidemment, sont difficiles à identifier. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces croyances limitantes, donc de ces blocages, génèrent des peurs. Donc, vous pouvez vous apercevoir de vos blocages, donc de vos croyances limitantes, à travers simplement vos peurs. Et vos peurs vont façonner votre perception de la réalité, donc de vos actions, et donc justement de ce que vous vivez. Donc ce que vous vivez dépend clairement et directement de vos peurs. Alors, quels sont les différents blocages possibles? Alors, je ne vais pas faire ici une étude exhaustive, je vais prendre les blocages qui sont très communs, très courants parmi les coachs scolaires ou même les coachs, parce qu'en fait, vous savez que vous, en tant que coach scolaire, vous êtes avant tout aussi un entrepreneur. Et donc, quand on entreprend, par moment, nous avons aussi des blocages. Donc, je vais faire prendre quelques blocages, les blocages les plus communs qu'on va analyser ici. Donc, ces blocages se divisent en deux familles ou en deux cas. Le premier cas, c'est ce blocage se manifeste quand vous avez besoin d'acquérir des compétences et que vous ne le faites pas. Vous savez que finalement il vous manque quelques compétences, mais vous avez besoin de les acquérir, mais vous ne faites rien. Alors pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Très souvent, c'est une force, c'est une peur d'être pauvre. Alors c'est un petit peu excessif, mais c'est cette notion d'avoir peur de perdre de l'argent qui est liée à cette peur d'être pauvre. Donc vous avez une aversion à la perte, c'est-à-dire que vous avez tendance plutôt à économiser parce que justement acquérir une compétence nécessite se former, donc évidemment c'est pas gratuit et donc vous avez peur justement de dépenser parce que vous avez cette aversion à la perte. Dans le cas numéro 2, cela nécessite aussi, vous avez la connaissance, mais vous avez besoin de vous faire connaître et vous ne le faites pas. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Les blocages qui se manifestent, c'est
la peur du rejet. Donc je prends un exemple de peut-être que vous devez faire une conférence, mais vous avez peur qu'on vous dise non, donc vous ne le faites pas, vous ne passez pas à l'action. Vous pouvez aussi avoir peur de l'échec, c'est-à-dire que bon, vous voulez bien faire une conférence, mais vous avez peur que personne ne vienne, donc c'est un échec, et comme vous avez peur de l'échec, eh bien vous ne la faites pas. Vous avez aussi peur de la critique, c'est-à-dire que ok, je vais faire une conférence, je vais parler devant les autres, mais si on me critique, si on arrive à démonter de ce que je dis, si mon contenu n'est pas le bon, et surtout si je n'ai pas la légitimité. Et donc, de ce fait, vous ne passez pas non plus à l'action. Voilà. Donc voilà à peu près les blocages qui peuvent se manifester chez vous quand vous développez une activité de coaching scolaire. Alors, comment ça se manifeste et comment ça se met en jeu? En fait, ça crée une boucle en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous croyez devient vrai. C'est une forme de prophétie auto-réalisatrice, à savoir que, imaginons vous avez un problème, d'accord? Donc vous avez évidemment la solution qui va avec, mais pour avoir cette solution, pour résoudre ce problème, eh bien vous faites face à votre blocage. Je prends toujours l'exemple de se faire connaître. Imaginez, vous voulez faire une conférence et là, tac, vous avez un blocage. Vous savez que pour vous faire connaître, ça serait bien de vous faire des conférences, sauf que vous ne le faites pas. Vous vous heurtez au blocage. Et donc, de ce fait, vous trouvez une excuse. Oui, alors je devrais faire ceci, je devrais faire cela, mais voilà. L'excuse vous conforte dans votre situation actuelle, ce qui vous permet justement de conserver votre blocage, de garder votre situation de confort, et donc évidemment ça renforce le problème du fait que vous avez du mal à développer votre activité et donc d'avoir des clients parce que tout simplement vous ne vous faites pas connaître. Bon, on va prendre un exemple concret pour illustrer ce cercle vicieux et cette prophétie auto-réalisatrice. Un exemple 1, imaginez que il vous manque un certain savoir-faire, donc vous avez un syndrome de l'imposteur, et que le blocage ce soit à l'aversion à la perte. Alors, évidemment, donc vous avez peu de clients ou pas de clients parce il vous manque un savoir-faire. Par exemple, je sais pas moi, un savoir-faire au niveau de la communication, tout simplement. Donc la solution, évidemment, c'est d'acquérir ce savoir-faire et de vous former, bien entendu, donc d'avoir une bonne formation, d'avoir la bonne compétence. Mais vous vous heurtez à l'aversion à la perte, c'est-à-dire que oui, mais bon, on fait la formation, ça peut coûter cher, vous voyez. Oui, la compétence se paye, d'accord. Et donc l'excuse, ça veut dire oui, ok, mais j'ai besoin de telle et telle compétence, mais en fait les formations c'est quand même vraiment cher. Et donc conclusion, vous ne faites rien, et donc vous aurez toujours peu de clients et toujours ce manque de savoir-faire. Un autre exemple. Donc en fait ce que vous allez faire d'ailleurs, vous allez chasser du gratuit, vous allez vous auto-former, mais ce qui vous permettra pas d'avoir un savoir-faire cohérent par rapport à votre activité. Donc vous allez glaner de ci et là des informations qui seront pas cohérentes entre elles. Et donc ça va renforcer le cercle, cette boucle là. L'exemple numéro 2, c'est qu'imaginons vous faire connaître, vous devez vous exposer, mais votre blocage, c'est si vous avez une certaine peur d'être critiqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Évidemment, vous avez toujours peu de clients, puisque finalement vous ne faites pas les démarches forcément pour vous faire connaître. Donc, la solution évidemment, c'est de vous faire connaître. Et donc, comme vous avez une aversion à la critique, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez trouver des excuses comme quoi, vous êtes, par exemple, vous n'êtes pas assez compétent, ou vous n'êtes pas assez compétente. Donc, vous allez vous dire, il faut que je me forme encore pour être encore plus compétent. Mais vous allez vous former non pas pour être plus compétent, mais simplement pour pas être pris en défaut. Vous allez constamment chercher à vous former, ce qui est une forme de fuite en avant, ce qui vous exonère justement du fait de pouvoir faire les démarches pour vous faire connaître. Voilà. Et donc, évidemment, pendant que vous allez vous former pour acquérir encore plus de compétences, pour être encore plus compétent et donc non critiquable, et bien entendu, vous n'allez pas
vous faire connaître, vous n'allez pas démarcher, vous n'allez pas risquer d'être critiqué, vous n'allez pas prendre de risques, vous allez rester dans votre zone de confort. Et donc, bien entendu, vous n'allez pas développer votre activité, donc vous aurez toujours peu de clients. Ça, je pense que c'est la forme la pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vous formez, vous avez l'impression que vous avancez. En fait, vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne tapez pas dans la vraie solution, à savoir, eh bien, vous faire connaître. D'accord? Et donc, le fait de se former encore et encore est une forme de fuite. Alors, vous me direz, ok, bon, alors maintenant, comment on fait pour lever tous ces blocages? Eh bien, la première chose, c'est d'avoir pour moi, ça fait à peu près 80% de la solution, c'est de reconnaître d'abord ses propres blocages. Le premier obstacle pour lever des blocages ou pour lever ses propres blocages, c'est justement eh bien de ne pas être honnête avec soi-même. Ça, c'est le premier obstacle. Voilà. Si vous arrivez à être honnête avec vous-même, sachez que déjà vous avez fait à peu près 80% du travail. Hein, donc c'est vrai que il est impossible de lever ou de dépasser quelque chose que l'on n'a pas reconnu, d'accord? Donc c'est vrai qu'on peut se dire oui, mais j'ai des blocages, mais quels sont-ils? Il faut d'abord passer par là, d'abord les reconnaître. Une fois que c'est reconnu, vous pouvez les dépasser. Si ce n'est pas reconnu, c'est peine perdue. Alors, comment les dépasser? Eh bien, alors vous pouvez évidemment sortir de vos zones de confort, mais surtout essayer d'avoir un autre angle de vue, de penser autrement. Je prends un exemple. Quand vous avez cette peur d'être pauvre, hein, donc l'aversion à la perte, eh bien pensez plutôt en termes de retour sur investissement. C'est-à-dire que au lieu de se dire alors voilà, je vais investir par exemple dans une formation qui coûte 2000 euros. Ok. Au lieu de dire je vais perdre 2000 euros, hein, c'est ce que ressentent d'ailleurs ceux qui ont cette aversion à la perte. Plutôt se dire je vais dépenser 2000 euros, mais combien ça va me rapporter? Donc je vais sélectionner des formations qui me rapportent plus de 2000 euros, qui vont me permettre de me rapporter par exemple 10 000 euros. Si j'investis 2000 euros, mais la formation me permet de développer mon activité qui va rapporter 10 000 ou 20 000 euros, par exemple on va dire 20 000 euros, j'ai dépensé 2000, ça me rapporte 20 000, conclusion, j'aurais gagné 18 000 euros. C'est-à-dire que j'aurai 18 000 euros sur mon compte en banque. C'est-à-dire qu'il y a 2 000 euros qui vont partir, certes, mais pour générer 18 000 euros. Vous voyez, donc cette façon de penser vous permet de dépasser cette aversion à la perte. Donc pensez dans ces cas-là en termes de ROI. Si vous avez la peur de l'échec, par exemple, voilà, vous avez peur de faire des démarches, d'avoir des salles vides, eh bien, mettez un objectif d'apprentissage. C'est-à-dire que, voilà, je vais faire, par exemple, je reprends l'exemple de la conférence, hein, d'accord, vous faites une conférence et puis, s'il n'y a pas autant de personnes, c'est pas grave. Mettez l'objectif, la notion de réussite sur autre chose. Par exemple, mettez la notion de réussite sur l'apprentissage. Ok, sur l'apprentissage de quelque chose, sur les enseignements que vous pouvez retirer. Par exemple, voilà, je fais une conférence, je donne le maximum, et la réussite, pour moi, la réussite, c'est les enseignements que je vais pouvoir tirer. Vous voyez, donc c'est pas le nombre de personnes qui va venir, c'est les enseignements que je vais pouvoir tirer pour en faire une deuxième où je pourrai ensuite faire une meilleure conférence. Voilà. Donc pensez en termes de revoir la notion d'échec et revoir la notion de réussite. Quand pour la critique, eh bien distinguer. Au lieu de voir la critique dans sa globalité, eh bien, revoyez considérez la critique comme quelque chose de constructif. C'est-à-dire que la critique vous permet aussi d'avancer. Alors, distinguez aussi la critique constructive de l'attaque. C'est-à-dire que la critique constructive vous permet d'avancer. L'attaque, quand vous êtes un peu connu, quand vous exposez, eh bien, l'attaque est, comment le dirais-je, quelque chose presque de normal, ça montre que vous avez du succès. Et enfin, la peur du rejet, eh bien, pensez que ça c'est arrivé à un membre de collectif, voilà, elle avait fait une demande. Cette personne avait fait une demande auprès d'associations de parents d'élèves, les parents d'élèves ont refusé.
Ça ne veut pas dire que c'est un rejet, c'est simplement que eh bien les parents d'élèves n'ont pas forcément compris la demande, donc en fait la demande était mal exprimée et donc ça a renvoyé ces personnes-là à des schémas qui étaient propres à eux, mais certes propres à eux, mais faux. Voilà, donc le problème c'était pas la personne n'avait pas été rejetée, simplement en face le message n'avait été mal compris et de ce fait de l'interprétation qu'ils en avaient faite, et bien évidemment la réponse a été négative. Voilà, vous voyez, donc c'est une autre façon de voir. Donc le problème elle n'était pas rejetée, c'est il y a eu une incompréhension et donc la communication dans le message n'était pas le bon. Donc c'était la communication à revoir. Voilà. Alors, il y a aussi les aides possibles que vous pouvez trouver, à savoir, il y a une petite astuce, c'est que la douleur de ne rien faire, à savoir que faites en sorte que votre douleur à ne rien faire soit plus forte que la douleur à faire. Je reprends l'exemple de la conférence que vous devez organiser ou que vous voulez organiser ou que vous devez organiser. Eh bien, évidemment, si vous avez la peur du rejet, vous allez un petit peu procrastiner, vous aurez cette douleur qui va se manifester. Eh bien, il faut que la douleur de ne rien faire, la douleur de ne pas développer votre activité soit beaucoup plus forte que la douleur de subir d'éventuels rejets, de subir d'éventuels non. Et posez-vous la question, que se passe-t-il si je ne fais rien? Que se passe-t-il si je sors pas de ma zone de confort? Que se passe-t-il si je n'organise pas de conférence pour me faire connaître? Et enfin, éviter l'isolement. C'est vrai que quand on est tout seul, c'est très facile de tomber dans cette spirale négative. Vous avez subi vos premiers échecs, vous avez subi vos premiers rejets. Très souvent, l'émotion, on est victime d'une émotion négative qui nous met dans la procrastination et on a envie complètement de tout laisser tomber. Donc pour ça, le conseil que je puisse vous donner, c'est de faire partie d'un groupe de professionnels avec les mêmes objectifs de réussite, bien entendu. Donc il ne s'agit pas de faire partie d'un groupe de professionnels qui partagent la même dépression que vous. Donc si vous êtes dans un groupe dépressif, évidemment c'est un groupe qui va vous tirer vers le bas. Donc c'est important d'avoir un groupe professionnel qui vous tire vers le haut avec éventuellement des personnes qui ont réussi, qui vont vous aider à sortir de vos zones de confort et vous aider à agir. Alors, quand je dis groupe de professionnels, c'est pas forcément un groupe de coachs scolaires, mais ça peut être aussi un groupe d'entrepreneurs, ça peut être un groupe de coachs et de coachs scolaires, même si le coaching professionnel est très différent du coaching scolaire. Rien ne vous empêche de faire partie d'un petit collectif, d'un petit groupe et vous encouragez mutuellement. Et puis là aussi, vous pouvez faire partie d'un groupe, pas forcément. Alors évidemment, si vous pouvez faire partie d'un groupe qui est dans votre ville, c'est bien, mais vous pouvez aussi faire partie d'un groupe de personnes décimé dans la francophonie et vous voyez, vous faites des sessions à distance de temps en temps. Par exemple, là, le collectif de la team, donc des personnes qui partagent la même méthodologie d'accompagnement via les 7 profils d'apprentissage. La plupart ne sont même pas du tout dans la même ville. Je crois que certains sont distants de plus de 12 000 km, même 22 000 km. Ça va de Nouméa à Marrakech, en Martinique. Donc, vous voyez, ça n'empêche pas de faire un collectif. Et avec les outils de communication et informatique que l'on a aujourd'hui, on peut très bien faire un groupe et s'entraider. Et puis aussi, pour maximiser vos chances, pensez à vous faire accompagner par un coach et aussi faire partie d'un groupe. Moi, c'est ce que je vous prône ici, je le fais moi-même. Je veux dire, maintenant, je fais partie, par exemple, vous voyez, je fais partie d'un groupe justement pour tout ce qui est formation, pour devenir centre de formation, puis avoir, les accréditations. Je fais partie d'un groupe. Je suis accompagné évidemment par une personne compétente et je fais partie d'un groupe où on partage aussi les bonnes pratiques. Et donc, ce qui est avantageux, c'est que
on voit tous les changements de normes, les changements qui doivent se produire et évidemment les adaptations que l'on doit produire. Et comme je fais partie de ce groupe-là, eh bien, plutôt que de se taper la tête en se disant ah ben oui, mais c'est encore de l'administratif, et bien finalement c'est plutôt on en tire quelque chose de positif, hein. Et puis bon j'ai une personne aussi là ici qui me suit, qui me dit tout simplement les erreurs que je fais, donc je les évite, enfin en tout cas je fais des erreurs, c'est un petit peu normal, on les corrige ensemble rapidement, et puis voilà. Le problème d'être seul, hein, c'est que quand on est seul on fait des erreurs, et c'est normal parce qu'on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Sauf que les erreurs, il faut l'erreur en tout cas, ou les erreurs, il faut les reconnaître, et deux, il faut qu'elles soient corrigées correctement. Et quand vous faites accompagner, et ça c'est le gros avantage, et en plus lorsque vous faites partie d'un groupe, et donc ça vous incite à sortir de votre zone de confort. Et pour moi par exemple, l'administratif c'est quelque chose qui vraiment me gonfle et qui me freine. Voilà, j'arrive grâce au groupe, j'arrive à me donner des objectifs et quand même à avancer dans le projet de certification que je mets en place. Voilà, donc c'est tout. Donc j'espère que ça vous a donné des éléments de réflexion pour vous. Mais pensez que de toute façon, quand vous développez une activité de coaching scolaire, vous êtes quand même quelque part un entrepreneur, hein, vous n'êtes pas que coach scolaire. Donc il faut avoir ce côté entrepreneur, et on a tous, moi y compris, moi le premier compris, des blocages. Donc la base de la base, c'est déjà avoir une certaine honnêteté vis-à-vis de soi-même et se dire oui, ok, j'ai un blocage là et là. Et donc je prends la décision de dépasser ces blocages via les solutions que je vous ai données. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Ciao!